Coucou mon pompon. Aujourd'hui, pour ce 10e épisode de We Don't Talk About Sophro... C'est un anniversaire, on va avoir du gâteau. Non, pas. Des pimousses. Ben non, pas. Des fraises d'Agada. Oula, calme-toi mon pompon. Non, rien de tout ça. Oh, laisse-le prendre un petit goûter le pitchoun, j'ai fait des bonnes navettes. Bon bah ok, merci Kachi. J'espère juste que l'épisode d'aujourd'hui ne va pas vous couper l'appétit. Car en effet, pour ce 10e épisode, j'ai choisi de te parler d'un type de personnage et pas d'un protagoniste ou d'une série en particulier. Le zombie. Oh, je crois que je vais reprendre un biscuit, moi. Comme ça, je serai plus courageux. Ne t'inquiète pas, mon pompon. Ça ne devrait pas faire trop peur. D'ailleurs, du zombie, on en a de toutes sortes maintenant. Ça fait des lustres que le succès de cette créature ne s'est pas démenti. Et si le style Apocalypse reste le plus représenté, on trouve de l'humour avec The Nation ou Death Valley, de la série d'enquête presque classique avec iZombie, et même de la teen romance avec Shaun of the Dead. Et sûrement plein d'autres bazars dont j'ignore l'existence. Alors aujourd'hui, je vais laisser de côté les zombies éveillés 2.0, d'accord ? On ne va évoquer que le bon vieux pépère moisi qui en veut à ta vie. Quand t'es acteur ou actrice et que tu joues un zombie classique, t'es quand même à la cool au niveau du texte. Au mieux, si on a de l'articulation, c'est brain. Aucune éducation, le zombie. Imaginez si on faisait tout ça, répéter en boucle ce qu'on veut becter. Bon bah, ce podcast se limiterait à 4 mots, hein. Frites, houmous, brocoli. Non, 3 mots en fait. Franchement, moi tu me donnes ça à vie, je veux bien devenir un zombie. Donc, soit ça dit brain, surtout dans les anciennes versions pour que le public comprenne bien de quoi est-ce qu'il est question, j'imagine. Soit ça dit agrou-grou, un peu ou prou, gargouillis, râle, on va pas chipoter. Oui, j'aime toujours autant utiliser agrou-grou, merci Mimi Hegel, ce mot fait ma joie au quotidien. Donc, peu de conversation. De plus, le zombie classico-classique est remarquablement lent. Oui, je sais bien que dans des versions modernes, on adore les faire courir, mais quand même, tu m'accorderas mon pompon que si on fait un Time's Up et que tu dois me mimer un zombie, tu vas marcher bien lentement avec les bras en avant. Ou éventuellement, tu vas me faire une petite choré en blouson rouge. Mais en tout cas, tu vas pas taper ton meilleur sprint, hein. C'est Walking Dead, pas Marathon Man Dead. Et t'imagines si on faisait l'inverse et qu'on se mettait à faire marcher tous les oiseaux mythiques ? Hop, les chariots de feu, un film fait de ralentis de types qui donnent tout ce qu'ils ont en marchant. Marche, Forrest, marche ! Alors j'ai marché. Petit tonnerre. Plop, plop, hop là, un sabot à la fois. Bon allez, c'est bon, j'ai assez enterré la vanne, je crois. Donc, un zombie, ça cause pas, ça marche. Ça sait pas ouvrir les portes ni rien, juste ça marche, ça agrippe, ça mord, et c'est censé être décédé. Pareil, en édition vintage originale. Et du coup, ça pourrit sur place. Bon appétit mon pompon. C'est une ressource comique ou dégueulasse sans fin. Qui laisse un membre accroché sur des barbelés ? Qui perd un œil en faisant trop fort à grou-grou ? Qui est tout moisi et boursouflé parce qu'il est coincé dans l'eau depuis un mois ? Un régal horrifique. Soit. Mais n'importe quel monstre un peu yark pourrait faire l'affaire dans ce cas-là. Un truc qui pue, qui est moche et qui veut te bouffer, c'est quand même pas la queue du Mickey de l'originalité. Pourquoi donc le zombie a autant de succès ? Pour comprendre cela, il faut déjà inscrire le zombie dans la catégorie de monstres à laquelle il appartient. Je dirais même les catégories, parce qu'attention, en termes de nomenclature fictionnelle, les vilains fantastiques font dans la précision. Alors, déjà, c'est un mort, encore plus ou moins en vie, comme les vampires, les fantômes, les momies, tout ça. Et ça marche toujours d'enfer, parce que c'est LE truc contre nature. Je te donne un exemple horrible, et que je réprouve, car on ne tue pas, autant que faire se peut, les autres êtres vivants, en tout cas pas dans ce vaisseau. Mais regarde la panique de ceux qui ont cru qu'ils avaient eu l'araignée, et en fait non, elle bouge.
Il y a agitation et hurlement, alors qu'avant la personne était plus calme et bien concentrée. Le cerveau, brain, oh calmez-vous derrière. Le cerveau fait un bug direct. Il y a refus de l'information. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas et ce qui est mort, reste mort. Sinon, Jésus, ce serait pas un miracle de ouf, tu vois. C'est la promesse de beaucoup de religions, la permanence de l'âme. Oui, mais ailleurs. Là, c'est le contraire. L'âme, on ne sait pas où qu'elle est passée, mais elle est partie, sauf pour le fantôme, cas à part. Il ne reste qu'une enveloppe corrompue, ça marche bien pour hérisser les poils du pompon. Et le zombie, comme les autres morts-vivants cités, mais aussi comme tous les métamorphes, et notamment les loups-garous, c'est quand même une base d'être humain. Du coup, au-delà du fait qu'être mort-vivant, ça n'a pas de sens, il y a l'idée que ça pourrait être nous. On pourrait devenir ça. Or, qu'est-ce qu'on adore détester, nous autres je te le demande, mon pompon. Les chansons de Michel Sardou? Eh ben, oui, c'est pas faux, mais non. Ce qu'on ne connaît pas, et la mort comme mystère, ça se pose là. Et ce qu'on a peur de devenir soi-même. T'as qu'à voir l'obsession des grossophobes pour leur propre poids, ou l'homophobie de certains gars dans le déni. Si jamais tu as créé un bingo pour ce podcast, c'est bon. Tu peux cocher la case monstre intérieur, on y est. Hop, terminus, tout le monde descend. Le zombie, c'est comme un reflet disgracieux de nous-mêmes. C'est inconfortable. La particularité du zombie, ceci dit, c'est que personne ne voudrait devenir ça. Et je dis bien ça. Si on fait une grossière analogie à la psychanalyse, me tapez pas dessus les psys, j'ai dit grossière. De quoi? Si mon délire de persécution a un rapport à ma relation avec mon père, c'est pas le sujet. Et vous êtes fripon. Donc mettons qu'une personnalité, ce soit un peu comme un diplomate. Le dessert, pas le monsieur. Il y a des couches, ok? Le zombie, en sa qualité de gros crassou en kit décérébré, il est réduit à une fonction primaire, manger. Est-ce que ça fait caca un zombie? Je te laisse avec cette question existentielle, mon ami. Donc en tout cas, ça ne se soucie de rien, ni de son apparence, ni rien, de rien, de rien. Il n'est que pulsion unique. Ce serait donc ce qu'on appelle le ça, la couche du fond. On pourrait très bien imaginer le loup-garou en moi, la couche intermédiaire, quelque chose de plus complexe, avec du bon et du mauvais, une forme d'équilibre acceptable. Et enfin, on pourrait attribuer au surmoi l'image que l'on veut projeter socialement, le vampire, qui est vraiment une version vachement améliorée de l'humain de base, qui est beau comme un camion, fort, persuasif, immortel, s'il tombe pas sur une branche un peu pointue, la classe quoi. En somme, le zombie, c'est un monstre qui marche bien. Qui marche bien. Excellent ça. Parce qu'il nous renvoie à la partie la plus cachée de notre humanité. Boum, c'est le cœur de la thématique zombiesque. Je parle bien ici des versions où l'histoire est une histoire de survie. Walking Dead, The Nation, The Last of Us. Si, c'est des zombies champis. Intéressante réflexion sur la drogue d'ailleurs. Des champis qui courent, bon, c'est Todd en fait, certes, mais si, c'est des zombies dans The Last of Us. Bref, à de rares exceptions près, même lorsque le contrat zombie de base n'est pas respecté au pied du champi, le propos cesse vite de porter sur le vilain. Le propos, c'est l'être humain, et même l'humanité. Définit ce qu'est un humain. Quelle valeur garde-t-il en temps de survie? Se rue-t-il sur le PQ parce que c'est un sacré chieur, visiblement, ou va-t-il travailler pour aider son prochain? Ah là là, c'est de plus en plus flippant comme il n'y a plus moyen d'écrire de l'anticipation en fait. On y est déjà, à tous les coups. C'est vraiment toute la construction de The Walking Dead. On nous présente un panel de sociétés possibles, menées par des leaders qui incarnent l'orientation de chacune. La justice et le maintien de l'ordre, avec Rick, en tout cas au début, le prêcheur Herschel, le gouverneur, le roi Ézéchiel, ou même Negan et la perte d'identité par la peur. Tous se définissent comme Negan. Sans compter Maggie et la construction de la vie,
ou Karl qui, à sa manière, ramène par sa mort aux valeurs humanistes premières du groupe dans lequel il a grandi et que Glenn avait, malgré lui, englouti en mourant. Le zombie, la menace, impose un état d'urgence, une réaction, des enjeux fondamentaux. L'installation d'un état fasciste est immédiatement posée dans The Last of Us. Je ne vais pas en dire plus sur cette série car elle est en cours et le spoil c'est moche et en plus je suis moi-même en retard donc bon. Même The Nation pose des réflexions très intéressantes sur ce qui reste d'humain en chacun de ses personnages et notamment chez Murphy, à moitié zombie. Que fera-t-il de son pouvoir ? De même, toutes les mutations zombiesques dans cette série sont des rappels que ce sont nos actions qui créent les zombies, la pollution notamment. L'humanité mérite-t-elle sa survie ? Alors, juste pour le plaisir de voir rouler les zombies amassés autour d'une meule qui passe en arrière-plan de je ne sais combien d'épisodes, oui, rien que pour ceux qui ont pensé à ça, on mérite d'être sauvé quand même. Le zombie, c'est un reflet non seulement de l'individu distordu, mais aussi de l'humanité tout entière. Le zombie te mord et tu deviens l'un d'entre eux. C'est cela qui provoque autant de terreur chez les personnages. Combien de scènes où la femme, l'époux, le meilleur ami, la mère achèvent celui qui a muté par pure humanité. I give you mercy, disent-ils dans The Nation. Être ça, c'est pire que la mort. Et pourtant, il semblerait que seule l'apparition de ce fléau contagieux a su réveiller l'humanité. C'est le rôle du zombie, provoquer l'éveil, comme s'il symbolisait une société déjà zombifiée, endormie par des besoins superficiels, qui suit le mouvement de foule comme un troupeau de moutons. Est-ce que finalement, toutes ces histoires ne seraient pas simplement celles d'humains qui se réveillent et ouvrent les yeux sur l'état du monde ? Il s'agit ici de fuir loin du danger, de se rapprocher d'un futur différent, choisi, plein d'espoir, et de se retrouver en pleine conscience de ses capacités. Ce sont exactement les 3 grandes catégories d'intentions auxquelles répond l'exercice de relaxation dynamique du jour, la marche virtuelle. Bien sûr, quoi d'autre pour nos zombies ? Oh waouh, Captain Sofro, comment c'est stylé! T'as vu, hein, il y en a là-dedans. Alors, comme c'est un exercice de relaxation dynamique, c'est ouvert à tout le monde peut participer. Si jamais tu ne peux pas te tenir debout, puisque c'est un exercice qui s'exerce debout, pas de problème, tu adaptes en fonction de ta situation. Tu peux par exemple imaginer et faire les mouvements que tu fais en tournant les roues de ton fauteuil, par exemple, c'est complètement envisageable. Moi, je vais être obligée d'animer l'exercice en disant debout, en disant marche, etc. Mais si tu te concentres sur le mouvement de tes épaules, tes coudes, tes mains, ton dos, etc., selon la situation qui est la tienne, bien sûr, ça marchera tout aussi bien. Donc, bienvenue à tout pompon souhaitant participer. Comme d'habitude, je rappelle que c'est un temps qu'on prend pour soi, évidemment. Je t'explique rapidement le principe de l'exercice. Il s'agit tout simplement de marcher sur place en décomposant bien les mouvements, c'est-à-dire en étant bien attentif, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque rouage, si on peut dire, de la marche, donc dans les pieds, les genoux, etc. L'intention qu'on va y mettre, nous, c'est de se sentir de nouveau vraiment conscient de sa marche déjà, et conscient de sa marche déterminée, volontaire, sa marche d'humain en quelque sorte, éveillé, et pas sa marche de zombie endormi. Vérifie bien, comme tu vas marcher sur place, les yeux fermés, que il n'y a rien qui risque de te gêner, que tu risques pas de te cogner les genoux, les mains dans quelque chose. Ceci dit, je précise une petite chose, si jamais tu sens un petit peu de déséquilibre, ça peut arriver quand on ferme les yeux et qu'on marche sur place, n'hésite pas soit à entrouvrir légèrement les yeux, tu sais, en les gardant baissés vers le bas, comme ça tu vois à nouveau le sol et tes pieds et en principe ça devrait régler le problème de déséquilibre.
Soit tu peux complètement, si tu sais que tu as ce genre de problème habituellement, prévoir quelque chose à côté de toi, une chaise ou te mettre à proximité d'un mur sur le côté et du coup pouvoir toucher cette chose avec ta main, cette chose fixe qui va te permettre de retrouver un sentiment d'équilibre. Donc, pense bien que c'est un exercice qui n'est pas censé être désagréable. Si tu ressens le moindre inconfort, n'hésite pas à ajuster ta position au fur et à mesure. Et puis, comme d'habitude, sois bien concentré sur tes ressentis ainsi que sur le son de ma voix. On va pouvoir commencer. D'abord, pense bien à mettre tes pieds à la largeur du bassin. Pour commencer, plie légèrement tes genoux, même si on va se mettre à marcher par après. Surtout, tiens ton dos bien droit, baisse tes épaules, laisse les bras tranquillement reposer le long du corps, garde ta tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et si tu es prêt, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Commence à marcher sur place lentement en respirant normalement. Pense à décomposer chacun de tes mouvements. Sois bien attentif à chaque rouage de ton corps. Et arrête-toi de marcher dès que tu le souhaites. Accueille les sensations dans tes jambes, tes pieds. Prends conscience de ta capacité d'équilibre quand tu marches. Recommence une deuxième fois. Marche lentement en décomposant chaque pas. Apprécie ton aisance à dérouler chacun de tes pas. Perçois l'alternance de tes appuis au sol. Arrête-toi dès que tu le souhaites. Sois attentif aux sensations de ta marche. Prends conscience de ta maîtrise de cette marche. Recommence une dernière fois à ton rythme. Sens bien chacun de tes pas. Arrête-toi dès que tu en as envie. Perçois l'harmonie entre ta gauche et ta droite. Prends conscience de ta capacité à marcher en pleine conscience, en pleine volonté. L'exercice est terminé, tu peux ouvrir les yeux. J'espère que l'épisode t'a plu et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.